Nous passons maintenant à la seconde partie de Le Monde en 7. On va évoquer le Gabon et le Togo maintenant. Le Gabon où Ali Bongo a fait son comeback sur la scène internationale. Le chef de l'État gabonais a fait mercredi son grand retour sur la scène diplomatique internationale 14 mois après son accident vasculaire cérébral. L'an président, mercredi à Libreville, un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Ali Bongo, 60 ans, a prononcé un discours d'environ 4 minutes devant une centaine de responsables politiques, diplomates et membres de la presse. Il s'agit du premier discours prononcé en direct depuis donc l'AVC le 24 octobre 2018 qu'il avait considérablement affaibli. Entre autres mots qu'il a prononcé, je voudrais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à Libreville à l'occasion de ce sommet extraordinaire consacré à la réforme institutionnelle de notre communauté. Nous regardons ensemble cette conférence, cette rencontre de la CEAC dans ce reportage. Idriss Déby Itno, Faustin Archange Touadéra, Félix Tshisekedi, Evaristo Carvalho sont les 4 autres chefs d'État sur les 11 des pays qui composent la CEAC à faire le déplacement dans la capitale gabonaise pour ce 9e sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une occasion pour Ali Bongo de faire son comeback sur la scène diplomatique internationale 14 mois après son AVC. À l'ordre du jour, la réforme institutionnelle de la communauté. Ce sommet est centré autour de l'adoption des documents fondamentaux de la réforme institutionnelle devant permettre à notre communauté de s'adapter aux défis de l'heure et de renforcer son rôle en tant que pilier de l'Union africaine. Une réforme institutionnelle actant notamment le passage d'un secrétariat général à une véritable commission sur le modèle de celle de l'Union européenne ou de l'Union africaine. Les textes relatifs à la réforme de cette organisation régionale décidés lors du sommet de N'Djamena en 2015 a pour but de faire de la CEAC une organisation régionale viable et forte dotée d'un exécutif à l'architecture rénovée. Voilà, Ali Bongo signe son comeback sur la scène internationale. Docteur Paul Paé, quand vous regardez cette image d'Ali Bongo, qu'est-ce que cela suscite en vous? Oui, je vois un chef d'État qui, malgré tout, s'accroche au pouvoir. Il ne veut pas partir. Souvent, les chefs d'État africains pensent que quand ils sont dans des rencontres diplomatiques pareilles, ils ont le soutien de la communauté internationale, alors qu'en réalité, moi, j'analyse les choses autrement. C'est vrai, il a signé son comeback diplomatique en réunissant... En réalité, c'est un sommet ordinaire, parce que c'est un sommet d'une communauté économique et régionale, la CEAC donc. Mais moi, c'est pour quel résultat? Pour quel résultat? Bon, les gens sont venus à Libreville. On a tenu un sommet qui a annoncé une réforme institutionnelle de cette organisation. Il est apparu, il a parlé pendant 4 minutes. Et puis après, vous voyez sur les images comment il est diminué. Moi, ce qui est plus important pour moi, est-ce que son état de santé peut apporter quelque chose à la communauté? D'abord, son pays et à la CEAC. Qu'est-ce que ça apporte? Moi, c'est ce que moi j'analyse. Sinon, le reste... apparaître aux côtés de ses pairs de la région, faire un discours dans un état de santé que nous voyons encore très faible, est-ce qu'il est capable d'apporter quelque chose, de réfléchir pour cette communauté? Moi, c'est cette question que je me pose. Donc, je me dis que c'est quelqu'un qui est très diminué par cette maladie, cette AVC. Je crois que les Gabonais pouvaient peut-être décider autrement, mais souverainement, ce sont les Gabonais, c'est leur président. Oui. Nous, en tant que chercheurs, on regarde et on a notre opinion là-dessus. Et ce qu'on retiendra surtout de ce sommet, ce n'est pas tant sur le fond les réformes de l'institution, mais c'est plus le retour d'Ali Bongo au plan international. C'est triste. C'est triste parce qu'à l'heure où la Chine est en train de réfléchir à ce qu'on fera dans les années 3000, la France dans les années 2050, l'Europe dans les années 2050, nous on est encore en train de voir quelqu'un
et parce qu'il a pu tenir en 4 minutes pour faire un discours, ça fait déjà pour nous un élément important. C'est de la diversion en réalité. Moi, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais j'ai l'impression que c'est son dernier sommet, sa dernière apparition. Espérons que tu n'es pas Dieu. Hein. Oui, c'est ce que je dis. En plus, je ne veux pas être celui qui va lui porter la poisse, mais je crains. Parce que honnêtement, moi, je le vois. Vous savez, quand les gens font AVC, ils sont sérieusement diminués. Et je suis sûr que pour pouvoir tenir, on a dû lui injecter suffisamment de médicaments. Et son organisme est conditionné maintenant. Et il se prépare fatalement et lamentablement à mourir. Ce n'est pas normal. À sa place, l'Européen aurait pris du temps pour se reposer. On aurait pris quelqu'un d'autre pour gérer. Et il fallait se reposer. Ou alors, la continuité du pays fonctionne. Mais quelqu'un qui ne fait plus grand-chose et il se repose pour revenir. Là où il est improductif. Il se détruit et on est content parce qu'il revient. Revient faire quoi? Je crois que la dernière fois, il a déjà posé un acte qui n'est pas pour la bonne gouvernance, qui n'est pas très démocratique, mais c'est un acte qui l'arrange. C'est en plaçant un chargé des affaires présidentielles, son fils aîné, qui n'est autre que son fils, en espérant qu'il a la compétence pour faire, mais c'est pour montrer qu'il a consolidé son pouvoir. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça lui coûte encore de faire c'est le Gabon qui a pris le sommet. Donc j'imagine que c'est juste pour qu'il puisse apparaître. Parce que s'il devait encore faire un déplacement avant de faire ce discours-là, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu tenir comme ça. Et peut-être qu'à l'heure où nous parlons, il serait encore en train de se reposer avec des soins compliqués. Mais je crois que, pour moi, c'est un non-événement. Il aurait mieux fait de ne pas revenir comme ça, de chercher à aller mieux. Mais on a suffisamment de têtes au Gabon pour conduire le pays. Donc, il aurait pu tout simplement céder la place à quelqu'un d'autre. On envoie quelqu'un de plus jeune, de plus en bon état de santé, pour que le pays progresse. Pourquoi les gens veulent voir simplement leur propre progression et ne pas voir la progression de leur état? Je pense qu'au niveau de la gouvernance, le Gabon est en train de pécher en conservant un homme qui ne peut plus rien donner, ni physiquement ni mentalement. Et si c'était même possible de le remplacer par son fils, ce serait mieux d'ailleurs. Mais actuellement, là où il est, je ne crois pas que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Et puis, je voudrais renchérir en disant aussi que, bon, moi, je n'ai pas encore lu les conclusions de ce sommet. Je ne sais pas si c'est le Gabon qui a pris la présidence en exercice de la CAC. Le Gabon a la présidence en exercice depuis 2015. Voilà, c'est vraiment grave pour rejoindre ce qu'il dit. Si un pays a la présidence en exercice d'une communauté économique régionale, dans cet état, et cette communauté économique régionale, je crois que c'est un truc tournant, mais on aurait pu peut-être, vu son état de santé, penser à autre chose. Est-ce que c'est vrai que ce ne sont pas les chefs d'État qui préparent tout, parce que tout se fait pour les sommets là, il y a le comité des experts d'abord, ensuite le conseil des ministres, ensuite au niveau des chefs d'État. Mais si tous les projets sont même bien ficelés, on amène ça au niveau des chefs d'État. Et celui qui doit être le moteur, il n'a pas la verve nécessaire pour le faire. Je crois que, effectivement, comme il le dit, la CEA, c'est cette communauté-là, voit à sa tête quelqu'un qui est très diminué sur le plan physique pour cause d'AVC. Je crois que c'est pas une bonne chose, c'est un non-événement comme on le dit. Et généralement, quand moi on me dit un comeback diplomatique, tout le monde sait ce qu'on appelle diplomatie. Moi j'ai été diplomate. Je sais, la diplomatie c'est d'abord le tam-tam. Hein. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Je sais ce que je dis quand il dit c'est aussi le tam-tam. Ah oui, parce que en diplomatie, le côté, le côté symbolique est très important. Et donc il apparaît. Chef d'État qui pensait de la mort, voilà, mais qui revient, oui, c'est une embellie diplomatique, mais pour quel résultat? Moi je le dis toujours, pour quel résultat? Quel résultat pour la communauté régionale là, en ayant celui-là comme président en exercice? C'est la question que je me pose. Donc c'est pas
c'est pas un grand événement pour moi. Hein. Oui, mais il y a aussi le fait que tout le monde sait qu'au niveau de la CEAC, on a besoin d'opérer des réformes. Et malgré son état, c'est vrai qu'il va un peu mieux, mais il montre qu'il a repris du service, il veut porter ses réformes de la CEAC. Il a repris quel service? Moi, je crois que ce discours-là, il ne l'a même pas lu avant. S'il l'avait lu avant, il serait encore trop fatigué. Il est venu juste faire l'effort de lire et puis il va se reposer. C'est pas utile. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a les experts qui préparent à la base tout. Et que lui, son apparition n'est que un truc diplomatique, c'est le protocole, c'est vrai. Mais au fond, si on ne se limitait qu'à ça, on n'aurait pas besoin de se battre pour avoir des chefs d'État. Parce qu'au fond, c'est le chef d'État qui donne l'impulsion. Les autres préparent un travail de terrain, mais c'est lui qui doit dire oui, ça va, celui, ça ne va pas. Or, c'est lui qui est vraiment malade. L'accident cardiovasculaire n'est pas une diarrhée qui part après 2 jours. Il est complètement diminué. Déjà, même quand vous êtes président pour 5 ans, 6 ans, physiquement, vous avez des problèmes. Prenez la plupart des chefs d'État, quand ils arrivent tout jeunes, tout pimpants, donnez-leur 2 ans, 3 ans, vous les voyez. Ils sont physiquement diminués. Et lui, il est malade. Et donc, il est plus doublement fatigué. Donc, je ne vois pas pourquoi il veut faire ça. On ne naît pas président, on le devient. Donc, il faut pouvoir partir. Il faut quitter le pouvoir pour que le pays puisse fonctionner. C'est-à-dire que je ne comprends pas cette façon de gouverner où on pense que nous sommes, en tant qu'individus, la solution. Nous ne pouvons pas être la solution. Nous ne pouvons qu'être un outil de la solution. Et si vous vous concevez comme un outil, concevez qu'il y a d'autres outils aussi qui peuvent être performants mieux que vous. Et donc, dans ce cas-là, quand vous êtes malade, allez vous reposer, allez vous soigner. Si c'est peut-être parce que il pense qu'avec au moins la qualité de président, il a suffisamment de protection sociale pour se soigner et que ce n'est que pour ça qu'il ne veut pas. Mais le Gabon n'a qu'à lui concéder une prise en charge totale pour sa maladie et on le libère de là. Mais en même temps, on est aussi sur un plan politique d'abord. On est dans un pays d'Afrique et on est dans un pays de fils à papa aussi. Bon, ouais, ben ça c'est évident. C'est évident que tout cela compte et que dans ce contexte-là, s'il part sans avoir consolidé son pouvoir avant de donner à quelqu'un et qu'il ne meurt, ça va être difficile de conserver le pouvoir dans sa lignée. Mais justement, c'est ça le problème. Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans une république avec des partis politiques, avec des jeux politiques, et de sorte que normalement, Ali Bongo est d'un parti, mais rien ne dit que son fils ne puisse pas être dans un autre parti, qu'il soit même de l'opposition. C'est ça le jeu démocratique. On laisse de côté Marie Le Pen et Marine qui se sont succédés à la tête du... Mais on a d'autres exemples où le président du parti, son fils ne soit pas de ce parti-là. C'est ça la démocratie. Je ne suis pas obligé de penser exactement comme mon père. Et donc, il n'est pas normal que tout un pays comme le Gabon, avec ces richesses-là, soit conditionné par un clan, une famille, et qu'on n'avance pas juste parce que le président veut demeurer président malgré son état de santé. Docteur Paye. Oui, moi, ce qui est plus important pour moi, c'est la démocratie. Même si au Gabon, on sait que Omar Bongo a été président et son fils est devenu président, on voit Ali Bongo qui positionne son fils comme chargé des affaires présidentielles. C'est vrai que ça laisse à désirer, ça pose des problèmes, ça pose des questions. C'est-à-dire, on n'est pas dans un système où le pouvoir doit passer de père en fils ou bien le pouvoir doit se gérer en famille. Mais moi, quand les familles participent au jeu démocratique, quand un président décède et qu'on convoque la population pour voter, pour choisir un futur dirigeant, et son fils participe à ce vote, et que ce vote est clair, transparent, il devient président, moi, ça ne me gêne pas trop. Mais c'est lorsque la passation du pouvoir se fait dans des conditions troubles, et lorsque on mêle la gestion du pouvoir aux affaires de famille, c'est là où il y a problème. Parce que vous savez que le pouvoir au Gabon est devenu un pouvoir quasiment familial. C'est là où le problème se pose. Sinon, en réalité, si les choses se passent
de manière régulière, transparente et démocratique, bon, c'est le peuple qui a le dernier mot. Si souverainement, le peuple décide de confier le pouvoir à quelqu'un dont le père a été président, c'est le peuple qui l'a jugé. Mais la façon dont les choses se passent dans certains pays africains, c'est ça qui pose véritablement problème. Et après avoir choisi son fils comme chargé des affaires présidentielles, il y a le porte-parole de la présidence gabonaise qui a réagi en disant que Ali Bongo ne s'est pas choisi un dauphin. Je voudrais quand même rappeler que dans les tests au Gabon, ce poste existait. Et donc, ce n'est pas un poste taillé sur mesure. Ensuite, je voudrais croire que son fils remplit les conditions. Il a 27 ans, on le dit très expérimenté, je ne sais pas. Très expérimenté, je ne crois pas. Il faut cesser ça. Comment à 27 ans on peut être très expérimenté? Très expérimenté, je ne crois pas. Peut-être qu'il est dans les sérails depuis, peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dans la maison du roi. Oui, mais si on me dit très habile... Est-ce qu'il avait le poste? Il peut avoir la compétence intellectuelle. Voilà. Mais est-ce qu'il a il peut avoir le profil? Mais est-ce très expérimenté? Je crois qu'il faut lever ça. Et pour moi, ce n'est pas un problème de nom. S'il a les compétences requises, c'est un poste qui nécessite que le président ait entière confiance en la personne. Donc, s'il pense que c'est en son fils qu'il peut avoir entière confiance, pour peu que ce fils-là ait la compétence, ait la qualité, moi, ça ne me pose pas problème. Mais connaissant la maison gabonaise, sachant que ce n'est que comme ça que lui aussi, on a commencé par lui faire des ouvertures qu'il est venu, il est clair que c'est la même chose qu'on est en train de préparer, quel que soit ce que dira le porte-parole. Quel porte-parole qui n'est pas plus loin qu'un membre de la famille non plus. Donc, je crois que venant de lui, ce n'est pas quelque chose à prendre avec cœur, avec croyance. Non, je ne crois pas. Mais en même temps, mettre son fils à ce poste, ça montre aussi que dans son entourage, il n'y a plus personne qui bénéficie véritablement d'une confiance très grande du président. Oui, c'est vrai, parce que beaucoup de choses se sont passées. Je me rappelle encore, son directeur de cabinet, même son propre frère, qu'il a envoyé en Afrique du Sud, qu'il a envoyé en Afrique du Sud comme ambassadeur, parce que c'est une stratégie politique parfois. Si on veut éloigner, on t'envoie ambassadeur quelque part pour que tu n'aies plus l'influence que tu pouvais avoir sur le pouvoir. Donc, tellement il y a eu des choses au Gabon, dans le clan Bongo, que finalement, on ne sait plus qui est qui, et qui est crédible, qui est digne de foi, qui est digne de confiance. Donc peut-être que c'est cela qui a conduit à la nomination de son fils comme chargé des affaires présidentielles, malgré son jeune âge. Parce que, bon, on dit souvent aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre d'années, mais 27 ans, confier les affaires présidentielles à quelqu'un de 27 ans, parce que quand on scrute un peu l'histoire, ce poste-là qui existe partout dans les pays africains, généralement c'est confié à des gens qui ont une véritable expérience du régime. Donc s'il vient confier ce poste à son fils de 27 ans et qu'on qualifie de très expérimenté, ça, ce sont des qualificatifs à outrance, c'est trop. Quelqu'un de 27 ans ne peut pas être très expérimenté. Donc, je crois qu'il y a un problème de confiance. Peut-être que ce sont les signes d'un affaiblissement de ce régime qui peut peut-être tomber d'ici là, parce que les régimes ne tombent pas d'un seul coup. Quand vous analysez même ce qui s'est passé au Burkina, s'il faut remonter, s'il faut comprendre comment Blaise Compaoré a pu quitter le pouvoir, c'est très loin. Même il y a eu cette affaire de coup d'État 2, 3 ou 4 ans auparavant. Vous voyez ce qui se passe au Gabon quand Ali Bongo est tombé malade. Il y a eu de coup d'État, il y a eu des choses. Donc je crois que c'est la chute de ce régime qui est en train de s'annoncer. Voilà que Paul me rejoint. Je ne suis pas Dieu, il n'est pas Dieu, mais il est d'accord. Non, c'est prémonitoire. Moi, je crois qu'en plaçant son fils, peut-être que c'est vrai qu'il n'a plus confiance aux autres. Peut-être qu'il pense que sa santé est en train de décliner complètement,
qu'il vaut mieux positionner un de ses enfants qui va avoir la même mise sur l'armée d'abord et puis sur les autres politiques. Et donc, le meilleur poste qui puisse donner cette faculté-là, c'est le poste de chargé des affaires présidentielles. C'est quelqu'un qui va dire le président a dit. Et donc, il a la possibilité de maîtriser le temps de monde qu'il peut. Et je crois que c'est en prévision de la prise du pouvoir. Bon, maintenant, à 27 ans, comme nous le disons, très expérimenté. Ça veut dire que nous, on est trop expérimentés. Bon, quand même, nous sommes en politique, hein, il faut comprendre, il faut les comprendre. Ce sont des annonces politiques pour faire croire aux gens que nous avons les meilleurs avec nous. Mais les Gabonais sont aussi dupes. Bon, pas dupes, mais vous savez, les populations ne sont pas aussi vigilantes comme nous, les intellectuels. En Afrique, le grand problème des Africains, c'est la question de l'analphabétisme ou bien de la mauvaise scolarisation. C'est-à-dire, certains se sont arrêtés juste à la classe de CM. Ils sont nombreux dans nos contrées. Ils ne comprennent rien. Et c'est ça même qui fait que parfois, c'est nous-mêmes, les intellectuels, qu'on utilise pour pérenniser ce pouvoir. Parce que quand nous, les intellectuels, on y va, ce qu'on dit, c'est ce qu'ils croiront. Donc, vous voyez, il y a tout ça là aussi qui joue. Son fils, 27 ans, très expérimenté, qu'on présente aux populations du Haut-Togo, quelque part dans les femmes, mais il est très bien. Bien habillé, mais tout. Voilà, les gens disent, voilà, il va bien conduire le pays, et puis c'est parti. Ça aussi, ça fait partie du jeu politique. Non, je crois que bientôt, pour les grandes activités au Gabon, c'est lui qui ira représenter son père. C'est-à-dire qu'il va prendre une place de plus en plus importante, jusqu'à ce que son père ne décède, et puis il devient le nouveau président. Il verrouille l'appareil et puis on fait des élections frauduleuses, il gagne et il devient le président du Gabon. Nous passons maintenant au dernier sujet, le Togo qui se prépare à organiser sa présidentielle en 2020. Elle aura lieu, en tout cas le premier tour, ce sera le 22 février 2020. On va évoquer la question de la recomposition de la Cour constitutionnelle qui avait été donc annoncée par le président de la République après avoir rencontré les présidents des institutions de la République. Le communiqué précisait qu'il a instruit le gouvernement d'étudier la possibilité de procéder à une recomposition de la Cour constitutionnelle en attendant que les membres qui doivent être élus par le Sénat le soient, puisque au moment où nous sommes en train de parler, le Togo n'a pas encore de Sénat. Docteur Paul Kwaye, est-ce que vous épousez cette manière de faire les choses? Oui, c'est vrai que le Sénat n'a pas encore vu le jour, mais je crois que si le chef de l'État a annoncé lui-même, a montré son souhait, hein, je vais le dire ainsi, de voir la Cour constitutionnelle être réformée, cela ne répond qu'à une des exigences lointaines de l'opposition, parce que la Cour constitutionnelle joue un rôle important dans les élections. Et donc, je crois, si on est à la veille de l'élection présidentielle et que le président de la République lui-même sort de son silence pour annoncer, pour souhaiter, pour instruire le gouvernement à ce que la Cour constitutionnelle soit recomposée, c'est peut-être le désir du chef de l'État de voir les futures, ou bien la future élection présidentielle se dérouler dans le calme sans encombre, parce que le rôle qui est dévolu à cette Cour est très, très important dans le processus électoral. Donc, a priori, moi, je dis que c'est une bonne chose si on reconstitue la Cour constitutionnelle. Je ne veux pas encore rentrer dans le fond. Qui est-ce qui va reconstituer cette Cour constitutionnelle? Je ne sais pas. Maintenant, le défaut de Sénat aussi pose un problème. On aura une Cour constitutionnelle peut-être un peu bancale parce que les membres issus du Sénat ou bien votés par le Sénat ne seront pas là. Et puis, ce qui est encore compliqué, je crois, avec la dernière réforme constitutionnelle, on a enlevé ce rôle-là à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Donc, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Les membres qui doivent être élus par le Sénat, on en fait comment? On va aller avec une conditionnelle en sous-effectif, je ne sais pas. Donc, mais déjà, le souhait du chef de l'État de voir la Cour constitutionnelle être réformée, c'est quand même une bonne chose. Alors, quand on lit clairement le communiqué du gouvernement à la suite de la rencontre, c'est clairement ce qu'on comprend, c'est que sur les 9 membres de la Cour,
il y aura 7 en attendant de mettre en place le Sénat pour qu'il pourvoie aux 2 manquants. Qu'est-ce qui nous presse? Les élections. Et pourquoi faire l'élection là? Moi je suis un peu gêné. Gêné parce que si on veut atteindre les bons résultats, il faut mettre les meilleurs éléments dans l'équation. Aujourd'hui, nous avons une société nationale, un tissu social très divisé. Les gens ne se font pas confiance, surtout les acteurs politiques, ne se font pas confiance et on tend vers une élection. Et de toutes les façons, la Cour constitutionnelle, on avait demandé à ce que ça soit changé depuis, mais y compris même avec les recommandations, la feuille de route, la fameuse feuille de route de la CEDEAO l'avait également souhaité, mais ça n'a jamais été fait dans le temps. Tout le monde sait ce qu'on a à redire sur les prises de position ou les comportements de l'ancienne Cour. Et donc, c'est un acquis aujourd'hui qu'on nous demande de changer. Bon, maintenant, on demande de changer. Et l'Assemblée nationale a fait un test qui a changé un peu les donnes en disant que les 9 membres doivent être élus de telle façon et on met dedans que le Sénat doit choisir. Or, nous, on avait déjà posé la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir un Sénat. Quel est fondamentalement l'intérêt d'avoir un Sénat en dehors du fait qu'on cherche à caser là-bas des dignitaires ou des autorités qu'on veut caser. Est-ce qu'on est obligé de caser des gens? Si vous n'êtes plus à un poste, mais vous devenez un citoyen comme tout le monde et vous vivez votre vie dans le respect dû à votre rang. Moi, je ne vois pas pourquoi on est obligé de caser et on va maintenant créer un Sénat avec tout ce que ça engendre comme dépenses en construction, en déplacement, en carburant, tout ça là. Et avant que ces gens-là ne cherchent à donner 2 personnes qui vont aller à la Cour constitutionnelle. Moi, je crois que tout ça, c'est inutile. C'est inutile, d'abord même, cet élément-là. Et enfin, la dernière chose, c'est que, bon, le chef de l'État a souhaité, il a instruit, donc c'est assez ferme que ça puisse se changer. Je suppose qu'ils vont le faire avec 7 personnes, mais je m'attends à ce que les 7 personnes qui vont être désignées ou élues ou nommées, qui ne fassent pas l'unanimité avec les gens avec la classe politique, parce que justement cette classe politique, elle ne s'entend pas. Et donc, quel que soit celui qui va être nommé, il y aura forcément problème. Et moi, le drame avec même ce nouveau test de la Cour de l'Assemblée nationale sur la Cour constitutionnelle, on dit que le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le chef de l'État. Pourquoi ne pas donner l'opportunité aux membres eux-mêmes de choisir? Oui. Et ça aussi, on enlève. Parce que le problème, c'est que quand on donne l'opportunité au chef de l'État de choisir, que ce soit de par sa volonté ou pas, celui qui est nommé a une forme de redevabilité à celui qui l'a choisi, qui fausse complètement les donnes. On a peu de citoyens assez charismatiques pour chercher à être neutres, à se départir de celui qui les a envoyés au poste pour faire son travail correctement. Donc, au moins, trouvons les moyens pour éviter cette contrainte-là. Que le président de la Cour constitutionnelle soit élu par ses pairs. Et ça aurait été beaucoup plus sage pour nous. Maintenant, au-delà de tout ça, là, le problème du Sénat se pose encore. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais bon, la réalité est là. Au moins, un élément est acquis, c'est qu'il faut changer cette Cour constitutionnelle-là, qui n'a fait que activer la division politique, parce que ces décisions ont souvent créé polémique. Et donc, ça veut dire que ça ne fait pas l'unanimité de la classe politique. Et donc, peut-être que ça va changer les choses. Oui, mais si la question, comme là où chutait Spiro Maoulé, c'est qu'on mette en place une cour constitutionnelle pour que ces décisions, enfin, déjà même sa composition et tout soit plus consensuel. Quand on regarde dans le fond la Constitution, la manière dont elle dispatche les rôles pour chaque institution qui doit nommer, il n'y a rien qui va dans le sens du que veut l'opposition, en principe. Oui, effectivement, on ne peut pas avoir une cour constitutionnelle acquise ni à l'opposition ni au pouvoir. C'est pourquoi quand moi j'ai lu un peu comment on appelle les valeurs, les qualités
des membres de cette Cour constitutionnelle, dit quelqu'un qui a de l'expérience en matière juridique et administrative, etc., etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des affinités. Ça, on ne peut rien. Maintenant, quand on a des affinités et qu'on travaille pour un peuple au sein d'une institution qui est garante des lois du pays ou bien qui joue un rôle important, un rôle régulateur important, on doit mettre en avant ses compétences et non ses compétences, ses qualités et non ses faveurs. C'est vrai, le chef de l'État peut nommer quelqu'un à un poste et lui dire de faire son travail conformément à ce qu'on attend de lui dans cette cour. Donc maintenant, moi, je me dis, moi en tout cas, je suis libre de le penser ainsi. Moi, je m'appesantis surtout sur la qualité et la valeur des hommes et femmes qui doivent composer cette cour constitutionnelle. Il faut vraiment que ces hommes et femmes soient des gens de valeur. C'est-à-dire, quand je dis de valeur, c'est-à-dire qu'ils doivent laisser de côté leurs intérêts et dire le droit, rien que le droit. C'est ça, au fait, le problème, c'est ça. Mais s'il s'agit des affinités, on ne peut pas m'empêcher d'être proche du pouvoir ou bien proche de l'opposition. Maintenant, si j'ai un rôle à jouer pour le peuple, je le ferai à mon âme et conscience et dans la limite de la loi. Je suis d'accord, c'est ce que je disais en fait. Mais sauf le seul problème, c'est que celui qui te désigne, si tu ne fais pas attention, si toi-même tu n'as pas suffisamment de charisme, tu es obligé de chercher à toujours plaire à cette personne-là pour qu'éventuellement cette personne continue pas à te promouvoir jusqu'à un certain seuil. Ça me pose déjà un problème. Ensuite, quand vous prenez le test, je crois qu'on a demandé qu'on choisisse un enseignant de rang A avec au moins 15 ans d'expérience. On n'a pas précisé que c'est un enseignant de la faculté de droit. Bon, maintenant, ça peut être on a dit en matière juridique et administrative. Et généralement, pour ce que je sais, ce sont les juristes. C'est la fac de droit qu'on désigne. J'imagine comment ça va se faire. Oui, avec cette division extraordinaire qu'on trouve à la fac actuellement. Donc, je crois que la Cour constitutionnelle, on espère qu'elle sera bonne. On espère qu'elle va faire du bon travail. Mais en même temps, Spiro Maoulé, est-ce que cette cristallisation qu'on a sur la Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle est justifiée? Mais c'est les événements, c'est les actes que vous posez qui font qu'on a des jugements sur vous. Oui, mais des jugements a priori ne sont pas bien. Parce que quand on prend l'histoire, même l'actuelle Cour, on n'a pas vu d'actes outre mesure posés. Outre mesure, je ne sais pas ce que tu mets dans outre mesure. Elle donne par exemple les résultats. Je sais que c'est, parlant de la présidentielle surtout, elle proclame des résultats, des gens refusent de la saisir et se mettent dans un coin pour la critiquer. C'est ça aussi le drame. Ça, c'est clair. Et dans d'autres cas, ces mêmes personnes l'ont saisie, elle a rendu des décisions qui leur étaient favorables. Absolument, je suis d'accord avec toi. Justement, le problème, il est où alors? Moi, je n'ai pas de problème personnel avec la Cour constitutionnelle. Je sais simplement que la classe politique, à un moment donné, a dit qu'il faut changer ça parce qu'elle est partisane. Sans dire vraiment en quoi. Moi, la seule chose dont je me rappelle clairement, c'est qu'à une marche du pouvoir, les gens ont dit, moi je n'ai pas eu de preuves palpables, que le président de la Cour constitutionnelle a participé. Ah non, on a prouvé après par A plus B que ce n'était pas lui. Voilà, donc vous voyez, il y a trop d'a priori. C'est pour ça que ça me met à l'aise dans ma position. Je dis, la classe politique est trop... il y a trop de défiance pour qu'on cherche à avancer au lieu d'assainir les problèmes qu'il y a. Je serais peut-être le dernier Togolais à dire qu'il faut forcément passer par un vrai dialogue où les gens pourront se dire la vérité. Les gens pourront se dire toutes les vérités qui permettent de sortir grandi. Et si on ne le fait pas et qu'on contourne, on a peur de se dire la vérité de façon polie, courtoise, mais très véridique. Et qu'on continue toujours par avancer, on aura toujours ces problèmes-là. Même quand vous demandez à ces gens de l'opposition, entre guillemets, qu'est-ce que vous reprochez clairement à la Cour constitutionnelle, j'imagine qu'il y aurait des balbutiements, il n'y aurait pas eu de réponse claire. Personne n'aura la réponse. Voilà. Donc, c'est un problème de méfiance.
a priori, les gens ont des a priori. On se dit, la Cour constitutionnelle, monsieur Assouma a été choisi par le chef de l'État, donc il est... Ouais. Et donc, ça persiste. Donc, il vaut mieux ne pas se précipiter pour faire une élection présidentielle. Ça, c'est ma position, qui est rejetée naturellement par toute la politique togolaise. Et on va vers les élections le 22 février. Bon, on va se contenter de gérer les problèmes qui sont dedans. Mais je crois que le fait pour le président de la République de demander à ce qu'on recompose la Cour constitutionnelle, est une façon de dire peut-être, ok, si ce n'est que ça le prix à payer, changeons. Mais si on change et que ceux qui arrivent ne sont pas acceptés par cette classe politique-là, c'est clair qu'il y aura toujours les a priori et on demeurera toujours dans la même position. Et ça, on avance pas. Docteur Paye, ce que nous disons, il est très important. Est-ce que vous arrivez à comprendre que ceux qui posent ces choses, j'imagine qu'ils sont ces acteurs politiques de l'opposition, c'est des intellectuels aussi, qui savent que vous pouvez avoir un penchant politique, mais lorsque vous êtes nommé dans un cadre donné, il y a ce qu'on appelle une loi organique qui vous sert de bible de travail, et vous ne pouvez pas aller au-delà de cela, quel que soit votre penchant. Mais alors, on ne présente pas les choses de cette manière aux gens. On présente les choses comme si, bon, il est là pour faire les désidératas d'un parti, alors qu'il travaille selon une loi donnée. Voilà, parce que ceux qui sont dans cette cour sont avant tout des Togolais. Et quand les gens raisonnent ainsi en pensant que, oui, c'est le chef de l'État qui a nommé tel à la Cour constitutionnelle, c'est l'Assemblée nationale qui est acquise au pouvoir, qui a désigné tel va pour faire la politique de son parti ou bien de son bord à la Cour constitutionnelle, je crois qu'ils ne sont pas en bonne position dans leur jugement. Parce que on ne pourra pas aller chercher les membres de la Cour constitutionnelle à l'extérieur. Ce ne sont que des Togolais qui doivent faire partie de cette Cour. Et les Togolais, je le répète une fois encore, ont le droit d'avoir des affinités. Et maintenant, comme vous le dites, il y a une loi organique qui cadre ce que chaque membre de la Cour constitutionnelle doit faire. Et quand on visite l'histoire de la Cour constitutionnelle togolaise elle-même, en réalité, vous l'avez dit, vous avez tout dit tout à l'heure, la Cour constitutionnelle n'a pas fait quand même quelque chose de très grave aux yeux de cette opposition. Moi, je crois que c'est l'opposition qui surtout réclame la recomposition de la Cour constitutionnelle, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui dit le dernier mot en matière électorale. Donc il faut avoir une cour. On ne pourra pas aussi avoir une cour acquise à l'opposition. Ça, ce n'est pas, ça n'existe nulle part. Donc les membres de cette cour fonctionnent sur la base des textes qui sont là. Et donc ça revient maintenant à ces hommes et femmes de qualité, de valeur, de faire prévaloir l'intérêt national. Même si le chef de l'État nomme quelqu'un à un poste et l'heure de la vérité sonne à cette personne, il faudra que cette personne ait le courage, par rapport à la réalité, de dire la vérité, même au prix de son poste. Alors, parce que c'est pour ça que je dis, si on le nomme, il y aura, ce n'est pas sûr qu'on aura ça. Mais s'il est élu par ses pairs, il ne se sent pas obligé lui-même de devoir quelque chose à celui qui l'a nommé. Ça, c'est un. En deuxième position, je dis, quels que soient les gens qu'on aura là-bas, la méfiance politique là fera que ils vont toujours dire ce n'est pas la bonne, mais on ne montrera jamais pourquoi ce n'est pas la bonne. Vous voyez, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, par exemple, où on a dit, mais saisissez la Cour constitutionnelle. Les gens ont dit, oh, même si on saisit, elle donnera gain de cause. Mais vous n'avez pas saisi. Et donc, du coup, il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de jurisprudence que vous pourrez exhiber. Mais on reste comme ça. Et ça envenime la vie politique au Togo. C'est pour ça que moi je dis, il faut toujours repartir sur une autre base. C'est pourquoi moi je dis, il faut que les gens jouent leur rôle véritablement. Qu'est-ce que cela coûte à l'opposition qui conteste une élection de faire recours devant la Cour constitutionnelle? Si la Cour constitutionnelle rend une décision pour laquelle cette opposition n'est pas d'accord, elle manifeste cela. Même maintenant, vous ne saisissez pas une cour, vous allez saisir la rue. Mais il y a un problème qui se pose. Il y a un problème. Donc c'est pourquoi moi je dis, on a parfois tendance, en tout cas nous les observateurs de la vie politique au Togo, on a tendance que les gens fixent
une question, on tire là-dessus, et puis après, on passe à autre chose. Non, alors que en mais réalité, je tiens quand même à dire, c'est uniquement pour la Cour constitutionnelle, je dis, on n'a pas d'éléments. Hein. Mais par contre, au niveau de l'exécutif, on a suffisamment d'éléments qui montrent que les gens veulent faire le desiderata du chef de l'État, et donc malheureusement, ils ne font pas une bonne gouvernance de leur poste. Quand vous demandez, par exemple, à manifester, ou vous demandez à avoir quelque chose, et que juste sur des préjugés, on refuse de vous donner ces droits-là, je crois que c'est juste pour satisfaire le prince. Et ça pose un véritable problème. Donc, c'est pour ça qu'on veut des gens de qualité qui seront à ce poste-là, voilà. C'est vrai. Mais même s'ils sont de qualité, désignés tels que ça se présente là, ils seront forcément critiqués par la classe politique sans aucune preuve. Pas par la classe politique, parce que quand vous dites la classe politique, y compris le pouvoir et l'opposition. Oui, justement, non, je dis les deux, pas la classe politique. Alors maintenant, si on parce que l'opposition peut choisir quelqu'un en étant à l'Assemblée et la classe politique ne va pas être d'accord. Voilà, si on prend les choses, par exemple, dans les pays qu'on regarde comme des modèles, les États-Unis. Quand vous prenez leur cour, je ne sais pas si la Cour suprême là-bas. La Cour suprême aux États-Unis, oui. Chaque président fait tout pour avoir son gars là-bas. Et ça, c'est ouvertement fait. Et ça ne choque pas les Américains. Oui. Ce n'est pas le cas chez nous, en tout cas de façon factuelle, mais tout le monde crie au loup. Le problème avec les États-Unis, c'est que même le plus petit juge que vous prenez, même si c'est le chef de l'État qui l'a installé là-bas, il se dit qu'il travaille pour les États-Unis. Et il se démarque complètement de l'autorité de son patron. Parce que c'est que quand finalement il va faire quelque chose qui serait illégal, ou qui serait juste pour plaire à son patron, et que l'opinion publique va s'en rendre compte, sa carrière est fichue. Et les Américains tiennent véritablement à leur dignité, à leur carrière. C'est dans les pays où les gens démissionnent facilement. En Afrique, nous ne démissionnons pas. En Afrique, les gens n'ont pas peur de leur dignité. Oui, donc ce qui veut dire qu'en réalité, le problème est profond. Oui, c'est un vrai problème. Un problème profond. C'est un problème de méfiance. De la formation, d'éducation. C'est un problème qui est profond en Afrique. C'est vrai, ce qu'il dit, en France, le président de la République nomme des magistrats de la Cour constitutionnelle. Personne ne dit rien. Mais ce magistrat est capable de l'attaquer. Oui, de l'attaquer. Mais c'est parce que c'est chez nous que... c'est pourquoi il dit il y a un problème d'éducation, il y a un problème qui se pose. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je le dis toujours, tout ce que nous avons comme tard ou bien tout ce que nous avons comme défaut, dans tous les domaines en Afrique, relève de la formation, de l'éducation. Il faut former autrement. Il faut éduquer à la citoyenneté véritable. Est-ce que les Africains sont des citoyens dans leur pays? Les gens ne comprennent même pas le sens du bien public et le sens de la citoyenneté. Tout ce travail reste à faire dans les pays africains et surtout chez nous aussi. Vous voyez, donc c'est pourquoi quand vous avez essayé de faire la comparaison, quelle est la pratique ailleurs? Aux États-Unis, comment ça se fait? En France, comment ça se fait? Ça se fait comme... C'est eux que nous copions. Mais personne ne dit rien. En France, qui organise les élections? Le ministère de l'Intérieur. Et pourtant, ça passe bien. Voilà, la même chose ici, par exemple, en 1994, les résultats ont été les plus acceptés de tous. Mais oui. Mais entre-temps, on a dit, on n'a pas confiance, il vaut mieux avoir des commissions indépendantes. Cette indépendance, ça pose un problème parce que quand vous dites indépendante, l'opposition a l'impression que ça doit être forcément contre le pouvoir. Ce n'est pas que ça doit être contre le pouvoir, ça doit être normatif. Ça doit dire ce qui est. Parce que pour quelqu'un, ça doit dire ce qui est. Pour la petite anecdote, moi je me rappelle que quand j'étais encore très jeune étudiant et que j'ai été pris par mon club pour aller à la fédération, pour siéger à la fédération comme secrétaire général, à un moment donné, mon président me dit, mais pourquoi toi, tu ne viens pas rendre compte des décisions de la fédération? Je dis non. À la fédération, je suis membre de la fédération nationale. Je ne suis pas membre de mon club. Et ça, on n'a pas voulu comprendre. Parce que venant de mon club, tout ce que je dois aller dire là-bas doit être rapporté ici. Tout ce qui doit être dit là-bas doit être rapporté ici. Ça ne se fait pas comme ça. C'est ça le problème au Togo. Quand tu es désigné par un corps pour aller, tu deviens obligé de ce corps et tu fais exactement ce qu'on veut là-bas. On n'avance pas. L'intérêt général est sous l'intérêt particulier. Et donc ça pose un problème fondamental. C'est pour ça que je dis, quel que soit celui qu'on va nommer, quel que soit celui qui va être élu et qui va faire partie de la Cour constitutionnelle, tant que la classe politique n'aurait pas fait ce sursaut d'orgueil
de dépasser les préjugés, de dépasser les considérations, les a priori qu'on a. Cette cour sera rejetée unanime, simplement. Et donc, on va encore se retrouver dans la posture où celui qui va être élu, a priori, on m'a dit déjà qu'il y a eu vol. Et donc, quand on va dire qu'il y a vol, ou c'est le pouvoir qui dit qu'il y a vol, ça veut dire qu'il y a un problème, ou alors c'est l'opposition qui va dire qu'il y a vol, et il y a toujours un problème. Nous sommes arrivés à la fin de Le Monde en 7 de ce samedi. Merci, Dr Paul Payet, d'être passé dans cette émission. Merci, Samuel. Spiro Maoulé, merci à vous également. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'avant-dernière émission de cette année. Le samedi prochain, ce sera la dernière. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.